Lorsque Jean-Luc Godard s'est éteint un matin calme à Rolle, en Suisse, un chiffre a immédiatement circulé dans la presse, laissant le monde du cinéma sans voix, plus de 30 millions d'euros. Voilà la valeur estimée de l'héritage qu'il laissait derrière lui, composé non seulement de droits cinématographiques, mais aussi d'archives personnelles, de carnets de notes, de bandes inédites et de correspondances restées secrètes pendant des décennies. Un ensemble si immense que certains historiens du 7e art l'ont décrit comme la dernière source vive de la nouvelle vague. Mais ce n'était pas cette fortune qui bouleversa les admirateurs de Godard. C'était une boîte de bois sombre, retrouvée dans son cabinet de travail, remplie de lettres manuscrites que le cinéaste n'avait jamais envoyées. Dans ces pages, on découvrait un homme tout autre, plus silencieux, plus fragile, parfois angoissé, souvent en quête d'une paix qu'il n'avait jamais trouvée. Un Godard dépouillé de ses manifestes, de ses angles tranchants et de ses ruptures de montage. Un homme qui interrogeait sa propre solitude comme s'il tentait d'en saisir la forme exacte. Ces lettres bouleversèrent même ceux qui avaient suivi sa carrière de près, car derrière le mythe glacial et radical se révélait un cœur vulnérable, presque tremblant. Alors, comment expliquer cette contradiction? Comment un artiste qui avait renversé toutes les règles du cinéma avait-il pu mener une vie si strictement organisée? Comment un révolutionnaire absolu avait-il pu conserver, comme un trésor fragile, tant de fragments intimes? Pour répondre à ces questions, il faut revenir à Paris, là où tout a commencé, dans la jeunesse d'un garçon qui croyait que la vraie vie ne commençait qu'au moment où l'on allumait une caméra. Jean-Luc Godard n'est pas né sous les projecteurs. Il a grandi dans un univers feutré, intellectuel, à la fois protecteur et glacial. Sa famille franco-suisse, très cultivée, attendait beaucoup de lui. Les repas silencieux, les bibliothèques immenses et les règles tacites firent avec de lui un observateur plutôt qu'un acteur. L'enfant apprit à écouter avant de parler, à emmagasiner avant de se dévoiler. Son regard devenait son premier outil de mise en scène. Puis, la guerre ravagea l'Europe. Les déplacements incessants, les gares pleines de soldats, les nouvelles tragiques filtrant dans les journaux, marquèrent profondément le jeune Godard. Il comprit avant l'heure que la réalité était faite d'éclats, de tensions et d'instants fugaces. Tout ce qu'il voyait autour de lui, la fatigue des visages, le bruit des trains, les ombres qui traversaient les rues, nourrissait en silence son futur langage cinématographique. Brut, vrai, sans artifice. Il détestait l'école, qu'il jugeait rigide et conventionnelle. Mais lorsqu'il entra pour la première fois dans une salle obscure, une évidence s'imposa. Le cinéma serait son refuge, sa langue, sa manière de comprendre et de ressentir le monde. Pourtant, cette révélation laissa une première fissure. Godard percevait la réalité différemment des autres. Là où certains voyaient un décor banal, lui voyait une injustice. Là où d'autres acceptaient les normes, lui ne rêvait que de les briser. Ainsi naquit, lentement mais sûrement, un esprit qui bouleverserait à jamais le cinéma mondial. À 20 ans, Godard débarqua à Paris sans ambition de célébrité, mais avec une urgence intérieure, être libre. La capitale bouillonnait d'idées, et les cafés de la rive gauche résonnaient de débats sans fin. Le jeune homme écrivit des critiques, prit des photos, observa les tournages, mais plutôt que d'imiter ce qu'il voyait, il se mit à rêver à un cinéma totalement neuf. Son passage au cahier du cinéma fut décisif. Aux côtés de Truffaut, Chabrol et Rivette, il formait un quatuor prêt à renverser l'ordre établi. Mais Godard était le plus radical, le plus tranchant, celui qui voulait non seulement modifier le cinéma, mais le déconstruire jusqu'à sa structure la plus intime. En 1959, Truffaut ouvrit la voie avec les 400 coups. Godard y vit un signal. Il n'allait pas simplement suivre la nouvelle vague. Il allait la redéfinir. Il tourna alors à bout de souffle un film qui briserait toutes les règles d'écriture, de narration et de montage. Ce n'était pas seulement un premier film, c'était un séisme, un acte de rébellion qui annonçait l'arrivée d'un artiste impossible à contenir. Lorsqu'À bout de souffle sortit en 1960, le monde s'arrêta. Une caméra mobile, des coupes abruptes, une lumière naturelle, des dialogues improvisés.
tout ce que l'on considérait comme incorrect devenait soudain une esthétique révolutionnaire. Godard devint l'icône d'une génération qui refusait l'ordre. Les films s'enchaînèrent. Vivre sa vie, Le Mépris, Pierrot le Fou, Alphaville. Chacun était un manifeste, une gifle au conformisme. Pourtant, plus il brillait, plus il s'éloignait des autres. Les attentes écrasantes, les incompréhensions, les tensions avec la critique et les ruptures personnelles, tout cela creusait en lui un vide difficile à dissimuler. Sa relation passionnée puis tragique avec Anna Karina marqua l'une des blessures les plus profondes de sa vie. Elle était sa muse et son miroir, mais leur amour se détruisit sous le poids de la jalousie, de la solitude et des exigences d'un perfectionnisme sans pitié. Godard atteignit le sommet du cinéma mondial, mais dans ce sommet brillait aussi une cage dorée. La gloire exigeait son dû, et ce dû était son propre équilibre. À la fin des années 60, Godard devint un homme en rupture, avec l'industrie, avec ses pairs, parfois même avec lui-même. La séparation d'avec Anna Karina le laissa brisé. Paris s'enflammait en mai 68, et lui, déjà au bord du précipice, sauta sans hésiter dans la tourmente. Il abandonna le cinéma traditionnel, forma des collectifs politiques, tourna le dos aux producteurs, refusa toute compromission. Ses films, désormais militants, déroutèrent le public. Les financements disparurent. Truffaut, lassé de ces attaques, rompit définitivement leur amitié. Godard s'isola. Sa créativité n'avait pas disparu, mais elle s'était enfermée dans un couloir étroit, radical et incompris. Plus il cherchait la vérité, plus il s'éloignait du monde. La chute n'était pas bruyante. Elle était silencieuse, lente, inévitable. Retiré à Rolle, Godard retrouva la solitude, non pas comme un fardeau, mais comme un territoire neutralisé où il pouvait enfin respirer. Il tourna des œuvres plus épurées, plus conceptuelles, mais d'une profondeur troublante. Histoires du cinéma, Adieu au langage, le livre d'images. En coulisses, il construisait un trésor, des milliers de pages de notes, de lettres échangées avec les plus grands cinéastes du monde, des rushs jamais dévoilés, des essais philosophiques, des expérimentations vidéo inédites. À sa mort, les chercheurs découvrirent un ensemble évalué à plus de 30 millions d'euros. Archives, droits, matériel, manuscrits, correspondances rares. Un patrimoine inestimable confié à une fondation pour être protégé et transmis. Ce n'était pas une accumulation matérielle, c'était une bibliothèque vivante, un testament intellectuel. L'influence de Godard est tentaculaire. Hollywood, l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, tous reconnaissent sous sa main invisible dans les films modernes. Coppola, Tarantino, Wong Kar-wai, Scorsese, Soderbergh, aucun n'a échappé à sa force subversive. Il n'enseignait pas comment faire un film, il enseignait comment penser. Il fit du cinéma un miroir fracturé, un poème politique, une interrogation permanente. Chaque plan pouvait être une question, chaque dialogue une provocation, chaque silence une explosion retenue. Dans toutes les écoles de cinéma, son nom est une porte d'entrée. Dans chaque cinéma d'art et d'essai, sa présence flotte encore dans la lumière du projecteur. Et dans chaque film audacieux tourné aujourd'hui, il y a une particule de Godard. Sa mort n'entraîna pas de tumulte. Elle déclencha un recueillement. À Paris, des salles projetèrent spontanément à bout de souffle. À Rolle, des voisins déposèrent des fleurs devant sa maison. À Genève, des étudiants relurent ses manifestes. La voix de Godard résonna une fois de plus dans une pièce obscure, comme si le maître réfléchissait encore à la forme d'une question qu'il n'avait pas eu le temps de formuler entièrement. Il n'a pas laissé de message final, il a laissé une interrogation suspendue. Où ira le cinéma quand personne n'osera plus penser autrement? Jean-Luc Godard n'est plus dans le cadre, mais son regard, son doute, sa lucidité, sa révolte silencieuse continuent de vivre dans chaque film qui refuse le confort. C'est cela, l'immortalité. Vivre non dans les corps, mais dans les idées. Et Godard, lui, vivra tant qu'un jeune cinéaste allumera une caméra pour chercher la vérité.